mars 1793, lorsque les maréchaux viennent chercher le chevalier Charette dans son manoir de Fontaine-Close, le bocage s'est soulevé à l'époque pour deux raisons. D'une part, le refus violent de la constitution civile du clergé, qui prive le peuple de ses prêtres. La grille, à côté de la grille du château de la Contrie qui est derrière vous, les accords de paix de la journée en février 1795, faute de respect des accords, il résistera aux armées de la Convention jusqu'à son arrestation par l'adjudant. De Monsieur de Bonchamp, et la troupe qui s'est levée autour de lui vont devenir les fameuses compagnies bretonnes de Monsieur de Bonchamp, dont tout le monde a entendu parler. Il fera la virée de Galerme, et à la fin de la virée de Galerme, Henri de la Roche-Jacquelin et Nicolas Stofflet ayant repassé la Loire, on demande à Florian de la Frenière s'il accepte la charge de généralissime. On est à Savenay, on est à 2 jours ou 3 jours de la fin des combats. Et il accepte. Je crois qu'on peut lui tirer un grand coup de chapeau, hein, parce que dans les conditions où il l'a fait, c'était pas forcément évident. Vexilla regis prodeunt, fulger crucis mysterium, qua vita mortem per... Chef de l'armée royale d'Anjou, maréchal de camp, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, décédé à 88 ans le 20 novembre 1824. Vous voyez que cette date n'est pas celle qui est sur votre... Sa devise fut toujours « Dieu est le roi ». Voilà. Vous voyez, elle était à peu près dans cet état-là, et on ne pouvait pas lire les inscriptions. Jean-Pierre, vous voulez dire quelques mots? Impleta suntque concinit David fideli carmine, dicendo nationibus regna. Alors nous tenions à, d'une part, à vous montrer cette plaque qui a été mise en place par les Amis du Vieux-Chanteusseau en 1993, dont les inscriptions méritaient d'être nettoyées, ainsi que la plaque. Et je remercie la municipalité et les Amis du Vieux-Chanteusseau d'avoir bien voulu honorer la mémoire de nos martyrs de la paix. Où nous attend M. Jean-Yves Bouchot, il est diacre. Il est par ailleurs auteur d'un ouvrage intitulé Mémoire de guerre d'un paysan vendéen qu'il a présenté dans des conférences organisées par le Souvenir vendéen. Il va nous présenter des reliques qui ont un parcours, vous allez le voir, assez peu commun. C'est très énervé. O crux aves unica. Il va réussir à passer la Loire près d'Ancenis, évitant les canonnières, il va les ramener jusqu'ici à Champusson. Alors, il va porter sur lui, tout le temps de la guerre de Vendée, les deux reliques de la vraie croix qui sont dans la croix, vous avez un qu'il a laissé, elles sont toutes estampillées par les sceaux des évêques derrière, vous verrez les reliques, et ça va bouger depuis différents. Donc, il ramène ces reliques, miraculeusement, leur petit groupe de 7 personnes, il y en a 3 qui sont tués, et lui, il en revient avec son frère qui est officier dans l'armée, dans la caverne.
Pisa dauge gratiam, reisque dele crimina. Te von salutis Trinitas, collaudet omnis spiritus, quibus iris ade premium. Parce que j'ai un document qui m'a été donné par Jean-Camille Emeriot. Pierre vous a raconté tout à l'heure l'histoire de Petit Jean le Brigand, c'est l'auteur donc du livre. Jean-Camille Emeriot, qui tient l'auberge des Brigands à la Boissière du Doré, c'est un historien de Chantoceau, de Drin, il se passionne depuis toujours pour l'histoire de cette région, et en particulier pour ce qui touche aux guerres de Vendée, et il m'a donné un document, une lettre ressortie des archives, mais alors je vais vous expliquer comment. Elle a été découverte par monsieur Denis Béalet. Alors c'était un historien de la Ferté-Bernard. Il est malheureusement dans les archives municipales de la Ferté-Bernard une lettre, un document, une sorte de compte-rendu d'un républicain qui raconte plusieurs événements auxquels il a assisté. Alors on est sûr qu'il y a assisté parce qu'il l'écrit en toutes lettres. Je vais vous en lire un petit passage. La victoire marche au pas de charge, donc on est à la période de 1796. Témoin oculaire des grands avantages remportés sur les brigands, je me restreins au récit exclusif de ces faits. Et il énumère toutes sortes de choses auxquelles il a assisté, et en particulier, il parle de Chantoceau, d'un massacre à Chantoceau. Alors voyant ça, Denis Béalet a aussitôt envoyé une copie à Jean-Camille Emeriot. Alors Jean-Camille était ravi, forcément, il apprenait des choses, puisque en quelques phrases, il est question du massacre du Vaubrunet. Il est écrit « Une colonne de nos troupes qui vient de côtoyer la rive gauche de la Loire, jusqu'auprès de Nantes, a combattu partiellement l'ennemi et en a défait un bon nombre. Et proche de Chantoceau, dans un souterrain réceptacle impur de 20 et quelques femmes, on a vu tout à l'heure qu'il y en avait 28, et 2 vieillards, donc 30, sommés de se rendre et persistant toujours dans leur opiniâtreté, à l'exception d'une seule femme avec son enfant, on a vu qui s'était Périne entier, de son nom de jeune fille, n'ont jamais voulu sortir de leur caverne et y ont été, à la 4e fois, consumés par les flammes. Cette colonne, dans sa marche utile et fructueuse, a incendié quelques bourgs, villages et moulins disséminés dans ces malheureuses contrées. Alors voyant ça, Jean-Camille, effectivement, était très impressionné parce que ça confirmait le récit qui a été rapporté par la survivante. Nous lancerons peut-être un concours auprès des concepteurs pour trouver un vitrail original, qui serait un vitrail souvenir vendéen, pour la chapelle Sainte-Apolline de Drin. Voilà. Monsieur Popin, vous voulez dire quelque chose? Alors, de fait, il est reparti à Nantes, et là, il a rétracté son serment. Rétractant son serment, la sanction a été immédiate et il a été noyé en Loire dans la nuit du 16 novembre 1793 avec 83 prêtres. Histoire de Paul-René Guillet de la Brosse. Un abbé ensuite qui s'appelait l'abbé Saulny a écrit un martyrologe de la paroisse de Drin, et je vous engage tous à lire un Petit Jean le Brigand, de Jean-Camille Emeriot. C'est celui qui tient l'auberge des Brigands à la Boissière du Doré, et qui donne toute la liste de ses paroissiens. Alors il y en aurait eu 156, d'autres disent 161.
c'était la bonté, c'était le bien poussé au maximum, même d'une façon extrême. Et d'une façon extrême dont je vous dirai tout à l'heure que le bien, quelquefois, peut engendrer le mal, ce qui fut son cas, et qui mérite de réflexion. De la Loire, avec 2000 hommes, dont l'occupation principale consistait, sur dénonciation ou pas, à faire la chasse aux gens, à faire la chasse aux gens réputés rebelles et vendéens. De pardon. Je dis bien de pardon et non pas de clémence. La clémence, ça peut être un acte politique, ça peut être même une grande lâcheté. Là, le pardon, ça se source dans le pater, ça se source dans le fondement de la religion catholique et chrétienne, et par conséquent, c'est cette manifestation qui fait que ici, Bonchamp a commis une faute militaire invraisemblable au nom du pardon. Ça ne mérite une réflexion. Pourquoi une faute impardonnable? C'est que sur le plan militaire, il était absurde, alors que l'armée était en déroute, affaiblie, etc., il était complètement absurde de rajouter 5000 ennemis supplémentaires à l'armée catholique et royale. Et non seulement c'était absurde sur le plan militaire, mais même c'était trahir ses propres compagnons, puisque ces 5000 militaires risquaient de tuer de nouveau des Vendéens. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons en déduire? C'est la suprématie, c'est le mystère du pardon chrétien, le mystère de la lutte du bien et du mal qui nous habite tous, et où le bien doit triompher, et où le bien, là, a triomphé à tel point que, avant que je vous dise, que j'ose vous dire les inconvénients de ce pardon extrême, eh bien, vous n'avez retenu de Bonchamp que son pardon, que son geste chrétien. Et ça, je crois que c'est extraordinaire de voir que encore maintenant, Bonchamp, 200 ans après, nous donne des leçons, nous amène à réfléchir sur le bien, sur le mal, nous amène à réfléchir également sur les bonnes actions et sur les inconvénients dans quelques cas quand on exagère trop. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Et maintenant, il va falloir se rendre sur ce lieu que vous allez admirer. Il a dit, il n'en est pas question, des fois que ce serait des ossements de républicains. Donc, ben, effectivement, là, aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait des gens qui auraient réagi. À l'époque, le curé avait quand même un certain pouvoir, et donc les ossements sont restés dispersés, ont été mis dans un chemin. On ne sait pas. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les recherches qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'avec des boutons de veste, quelques éléments, on aurait peut-être pu effectivement savoir si c'était républicain. Bonchamp n'est pas né ici, il est né au château du Crucifix à Juvardel en 1760. Sa mère va mourir très vite. Ils habitent en fait chez les beaux-parents de son père. Son père va se remarier. Ils vont donc quitter le château du Crucifix et venir s'installer à la Baronnière chez leur grand-père et père. Bonchamp va rentrer comme cadet à 14 ans, comme beaucoup de ses enfants de famille de Hobro, et il fera une belle campagne militaire, comme l'a rappelé Jean tout à l'heure, accompagnant en particulier Suffren aux Indes.